Il y a 2-3 jours dans le groupe des recrues de l'Ordre de Veyel, quelqu'un posait un retour critique sur le chapitre 2. Ça y est, le mec il a tout joué, il a terminé le jeu, il a joué en solo. Et il a dit je vais faire un retour critique positif et négatif de tout ce que j'ai vu dans l'Ordre de Veyel pour en parler avec la communauté puis en parler avec nous. J'avais très envie de lui répondre à l'écrit, en fait je me suis dit c'est le premier qui a le temps et l'énergie de nous écrire un pavé qui tient la route, qui est argumenté. J'ai envie de lui rendre hommage à ce mec là et j'ai envie de lui répondre, et ça va être aussi l'occasion pour moi de plonger dans la conception de l'Ordre de Veyel, de plonger dans des décisions qu'on a pu prendre qui peuvent paraître un petit peu chelou, mais qui ont une justification, et après ça implique ce que ça implique derrière en termes de bonnes et ou mauvaises choses, en tout cas des choses qui peuvent déranger et qui ne plairont forcément pas à tout le monde, parce que si j'avais fait le jeu qui plaît à tout le monde, eh bien je serais déjà millionnaire, mais bien sûr ce n'est pas le cas. Donc on se retrouve juste après le générique. Avant de démarrer cette vidéo, on est fin janvier, je répète que le 17 février 2023, il y a un Kickstarter qui démarre, vous êtes déjà 400 abonnés, même plus de 400 abonnés, je mets le lien dans la description, allez-y, ça déchire, c'est des persos en plus qui ont été faits avec le cœur et qui vont vraiment bouger les mécaniques que vous connaissez de DV, je pense qu'il y a des trucs très 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 cool, inscrivez-vous, franchement ça fait plaisir. Cette vidéo va se dérouler de la manière suivante. Moi j'ai le texte qui a été écrit par le mec, je vais pas le citer, si vous voulez le retrouver, il est dans les recrues. Il a fait un retour critique, je rappelle que je fais ça par respect pour le mec, et il n'a pas du tout été, il n'était pas là pour bâcher le jeu le mec, il était là vraiment pour expliquer, faire un retour d'expérience. Donc je dis vraiment critique au sens classique du terme, et non pas au sens négatif. Donc on va effectivement aborder dans l'ordre, je vais lire son texte et on va parler donc de ses modes solo, enfin de ses points positifs et de ses points négatifs. Donc je vais les lire et puis je vais commenter au fur et à mesure. En fait ça va permettre de plonger dans ce qu'est l'Ordre de Veyel et le pourquoi certains points sont positifs et pourquoi d'autres sont négatifs et comment ça a été réfléchi. Il y a des chances que sur les points positifs je passe un peu plus vite parce que par exemple le premier c'est il y a un réel mode solo, j'ai pas grand chose à dire d'autre que on a fait un mode solo et ça nous touche énormément de faire un mode solo parce que vous êtes énormément, on le sait, à jouer solo et que en vrai moi c'est extrêmement pratique de faire un jeu solo parce que je peux tester certaines mécaniques tout seul. Donc j'ai pas grand chose à dire, les points positifs d'une manière générale ça devrait aller beaucoup plus vite. On est parti, on se lance. Donc mode solo, je viens d'en parler. Très nombreux personnages jouables, effectivement, ils sont 25 maintenant, 32 avec le prochain Kickstarter, et après promis j'arrête, je ferai plus de perso, ce sera à vous d'en faire sur l'encyclopédie. Je ferai probablement derrière des monstres, probablement j'ai envie de refaire une impression complète de toutes les salles qui existent pour le chapitre 1, et je ferai probablement donc aussi des salles supplémentaires, histoire de rechecker un peu le chapitre 1 dans une petite extension qui sera probablement juste un petit paquet de cartes. Personnalisation poussée intéressante des personnages, et effectivement donc les capacités de niveau 1 sont au choix, on a 25 persos, on a la corruption, on peut jouer avec maintenant les équipements, on peut jouer avec des objets d'alchimistes qui vont chercher plein de trucs différents, qui permettent d'avoir des runes en plus. Il y a plein de choses hyper intéressantes à faire maintenant, et la personnalisation, ça fait partie des bonnes qualités du jeu, et moi c'est ce que je voulais en fait, que vous soyez un petit peu comme des enfants, ou comme des mecs qui font dans les MMORPG, là, et builder son personnage, prendre plaisir à théorie crafter, c'est comme ça qu'on appelle son personnage. Ennemi, donc ces deux derniers points, il dit donne lieu à un grand nombre de combinaisons de groupes d'aventuriers, effectivement, on va pas faire les maths, mais 25 persos personnalisable de ouf, vous avez largement de quoi vous amuser. Ennemis variés et nombreux, équipements et objets nombreux, tout ça, il y a du matos, vous le savez, terrain et combats variés et beaux. On n'est pas sur de vulgaires terrains fades comme un Descente V3, j'ai pas joué à Descente, on en a beaucoup parlé, j'ai vaguement l'idée que c'est très très dur, qu'on meurt très souvent, et que de temps en temps les mecs sont un peu fainéants, c'est à peu près tout ce que je sais sur Descente, et peut-être que je dis des conneries. Donc effectivement les terrains, je rappelle, sont faits par un groupe qui s'appelle Eightfold Paper, qui sont des petits mecs qui font ça, j'ai pas eu lu, c'est pas Kickstarter, c'est un genre de truc genre Tipeee, vous pourrez les retrouver, ils sont très très cool et ils sont cités de toute façon dans le manuel, donc vous pouvez les retrouver par là. Principe de
campagne façon livre dont vous êtes le héros avec des choix à faire et faire des tests de compétences. Donc oui, effectivement, ça, vous êtes nombreux à nous dire que c'est cool hein, d'avoir enfin une narration, d'avoir un gros bouquin, d'avoir un truc qui rajoute du matos, de la densité et qui permet aussi de rentrer dans l'univers du jeu. Et moi, je le vois avec les statistiques de l'encyclopédie, ça vous intéresse énormément puisque j'ai lancé les stats sur l'encyclopédie il y a à peu près 2 mois et je suis déjà à 7500 clics sur des entrées de l'encyclopédie. Donc il y a beaucoup de gens parmi vous qui bouquinent énormément et qui regardent les persos, regardent ce qui se fait, regardent les textes, j'imagine, essayent de rentrer dans le lore. Il y a énormément, pour celui qui veut geeker un peu sur le lore de Lord of Veyel, il y a énormément de profondeur. Allez le chercher dans l'encyclopédie, ça sert à ça, je vous mettrai le lien aussi en description. Mise en place, ensuite, donc niveau de langue des textes de la campagne, effectivement, hein, c'est Frangin qui... alors en fait, j'ai écrit la structure du texte, mais après, c'est Frangin qui a écrit les textes à proprement parler. Donc moi, en gros, j'ai dit l'histoire, je veux que ce soit ça, je l'ai écrit mal, et lui, il l'a écrit bien, avec l'aide de Marie, on te dit merci toujours. Ce qui fait que le niveau de langue des textes est plutôt élevé, hein. Moi, j'ai dit souvent aux gens, c'est un bouquin, il faut aimer lire, il y a quand même une notion assez complexe, le niveau de langage n'est pas si simple que ça, quoi. Alors c'est pas non plus chiadé, mais voilà, il faut s'accrocher, et je pense que ça fait partie aussi de ce qui fait la qualité du jeu, parce que on est habitué, si on veut faire quelque chose d'assez sérieux, dans une narration assez sérieuse, d'avoir un niveau de texte et de langue qui est au niveau, hein. Typiquement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai joué à... merde, comment ça s'appelle le jeu, on est dans les This War of Mine, qui est un très bon jeu, mais pareil en fait, effectivement les événements s'enchaînent de manière un peu random, un peu aléatoire, et les bouts de texte sont finalement pas hyper profonds, pas hyper bien écrits, et moi ça a tendance à me sortir un peu de ma narration, et ça me sort un peu de l'univers, donc je pense que c'est important d'avoir un bon niveau de langage sur le texte des campagnes. Mise en place des combats événements, lot en fonction du nombre de joueurs, bah bien sûr, hein, le jeu s'adapte à la difficulté, et le jeu en français, eh bien oui, nous sommes français, donc le jeu est en français, et c'est assez régulièrement que j'ai des anglais qui me disent est-ce que le jeu est en anglais, et je leur dis bah les gars, on n'a pas le temps de faire de la com en Angleterre, ou même aux États-Unis, où ce que vous voulez, dans tous les pays anglophones, donc bah on ne le fait pas. Je vérifie que la technique est bonne très rapidement, ouais on est bon, ok. Les points négatifs, et là c'est intéressant parce que je vais pouvoir commenter, parce que certains de ces points négatifs, en fait, sont inhérents à la manière dont on a décidé de construire le jeu. Et ça va être très très drôle de commenter là-dessus. Le fait de commencer avec des héros niveau 5 nous permet d'être déjà bien équipés, donc ça c'est la première chose. Alors, la question qu'on me pose le plus, c'est pourquoi, moi j'aurais bien aimé gagner des niveaux, pourquoi on ne gagne pas de niveau dans Lord of Veyel chapitre 2, en tout cas on passe juste du 5 au 7, et c'est le scénar qui vous lit, vous n'avez pas de ressources pour ça, il n'y a pas le besoin pour ça. À ça, je réponds 2 choses. La première, et pas forcément la plus importante, c'est que j'aime pas, moi, quand je finis un jeu genre Mass Effect 1 et je suis une grosse bête, une tuerie, une machine, et quand j'arrive dans le 2, encore que là ça se justifie un peu parce qu'on est censé être mort, mais bref, peu importe, je repars niveau 1 en fait. C'est-à-dire que souvent, si j'enchaîne les jeux, en plus, je pars d'un truc où j'étais bien en fin de game, je faisais plein de trucs, et je me retrouve niveau 1 dans le jeu juste après, sans justification particulière, très souvent dans ces jeux-là. Et moi, ça me dérange en fait, parce que en fait, j'étais badass, j'étais ce personnage-là, j'étais machin, et en fait, je me retrouve un Pékin sous prétexte que bah, c'est le 2e opus. Ce que je comprends en fait dans une certaine mesure, parce que bah, il faut bien regagner des niveaux dans le jeu vidéo, voilà, mais bon, bah moi ça me sort un peu de mon immersion. Ce qui fait qu'il m'arrive parfois de faire le 1 et de jamais faire le 2 parce que repartir de 0, en fait l'histoire était terminée, presque ça me va, merci j'arrête quoi. Deuxième chose, point là-dessus qui est le plus important, c'est celui-ci. Vous gagnez pas de niveau ou très peu dans le chapitre 2. Si je devais faire vous gagner des niveaux, si je devais me débrouiller pour vous gagner des niveaux, ça veut dire que tous les embranchements que vous prendriez dans une histoire, par exemple vous allez dans une grotte où il y a des receleurs, c'est un des mini-scénarios. Si vous deviez à tout prix gagner des niveaux dans ce scénario par exemple, pour pouvoir affronter un boss derrière, eh bien je suis obligé de vous forcer, quels que soient vos choix, à vous mettre dans des situations où vous gagnez de l'expérience, pour pouvoir être au niveau pour le boss, parce que je peux pas arriver avec des joueurs sur le boss qui sont niveau 3 alors qu'il faut être niveau 7. Ce qui veut dire que je suis obligé que vous alliez à gauche, à droite, que vous décidiez de les affronter ou pas, que vous fassiez des combats, et du coup tout le monde tartine tout le temps. Et ce qui fait que moi, d'un point de vue narration, ça m'enlève tout un tas d'outils qui fait qu'il y en a certains entre vous qui vont dire bah non, je leur ai parlé, ça s'est bien passé, je suis parti, c'était cool. Et votre pote il va vous dire bah moi j'ai dérouillé tout le monde parce que qu'est-ce que j'ai dit qui fait que ça s'est mal passé. Et bah voilà.
Et là, vous avez deux expériences complètement différentes qui sont aux antipodes, qui peuvent aller de on a fait un massacre à on a tué absolument personne, et tout le spectre qui est au milieu qui est potentiel. Et si je vous fais pas ça, vous allez vite comprendre que vous allez être en sous-effectif ou en sous-puissance ou ce que vous voulez arriver au boss, et donc vous allez prendre les choix qui tartinent au lieu de vivre votre aventure. Et donc je suis obligé de ne pas vous faire gagner des niveaux par l'expérience, sinon je suis obligé de vous faire tarter des trucs. Et ça pour moi c'est pas cool, parce que je préfère avoir des possibilités narratives plutôt que d'avoir des obligations d'équilibrage. En gros, c'est ça. Et voilà pourquoi vous ne gagnez pas de niveau dans le chapitre 2. Et souvent, les gens me disent « Ah, j'ai envie de faire une variante comme ça. » Et je dis « Faites si vous voulez, mais c'est franchement, pour moi, c'est pas une bonne idée. » On y a longuement réfléchi, on a essayé, c'est pas une bonne idée. Historiquement, d'ailleurs, vous commenciez au niveau 3 et vous deviez gagner vos niveaux et payer. On s'est retrouvé avec des mecs qui faisaient un combat, ils arrivaient devant le boss, ils étaient 4 et puis ils mouraient en fait. Et j'ai dit « Putain, mais ça ne marche pas parce que je vais forcer des équipes à faire des choix qu'ils n'ont pas envie de faire. » Deuxième point qu'il dit, c'est comme on est niveau 5 et qu'on s'équipe directement au début de la partie, eh bien les loots d'équipement bronze et argent sont quasiment inutiles pendant la campagne. C'est vraiment le point qui m'a le plus frustré de me retrouver avec une énorme pile d'équipements inutiles car moins bien que mon équipement de départ. Alors en fait ce qui se passe c'est que, et là je pense que c'est mon erreur, deux choses. J'ai sous-estimé votre capacité à prendre du temps pour personnaliser vos persos. Pour moi, la mise en place, elle allait assez vite, mais c'est vrai qu'on connaît bien les cartes. Mais après, en vrai, si vous mettez 1 heure de mise en place au tout début, la première fois que vous jouez, et après vous reprenez les mêmes persos, donc ça va assez vite, je me dis, bon, si vous jouez 5, 6, 7 heures, 8 heures derrière, bon allez, c'est pas très grave, on s'arrangera, sachant que les autres mises en place, que surtout la sélection de vos équipements et de vos capacités, mais quand vous revenez jouer, vous les avez déjà sélectionnés, et juste à les remettre en place. Mais en vrai, effectivement, comme vous prenez énormément de temps à personnaliser, à peaufiner vos persos, eh bien, j'avais supposé que vous alliez aller un peu vite sur cette partie, en tout cas pour certains, et que du coup j'allais avoir besoin de vous faire looter des équipements derrière. Pour rééquilibrer si vous êtes un petit peu loupé, ce qui peut arriver. Je m'attendais pas à ce que tout le monde épluche toutes les piles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que visiblement, vous aimez vraiment personnaliser les persos. Et bah, du coup, ce qui tombe derrière, souvent, c'est pas pile poil ce que vous avez besoin, puisque vous avez déjà pris pile poil ce que vous avez besoin. Et effectivement, ça tombe à l'eau. Alors, ça peut quand même avoir un petit bouclier, quelque chose qui permet de remplacer ce qu'on avait un manque d'argent derrière. Mais effectivement, ça tombe à l'eau. Et du coup, il n'y a que les équipements dorés qui prennent un intérêt. Ce qui fait qu'on perd un peu par rapport au chapitre 1, cet aspect un peu Diablo du loot où on va looter plein de trucs. Remarque, c'est un peu ça dans le chapitre 1 aussi. En fait, très rapidement, on est équipé et il y a vite plein de trucs qui partent à la poubelle en fait. Donc en vrai, on n'est pas si loin que ça, la vérité. Mais je peux comprendre qu'il y a un côté frustrant là-dessus, et c'est un peu peut-être une erreur de ma part d'avoir dit, bah vous aurez des loots et vous aurez la personnalisation. Je pense que j'aurais dû aller à fond dans la personnalisation et dire, bah tant pis pour les loots. Mais ça aurait pu punir ceux qui n'y connaissent pas grand-chose et qui auraient fait des bulles de merde. Donc voilà, ça se discute. Mais voilà pourquoi on en est là aujourd'hui, et voilà pourquoi vous commencez au niveau 5. Comme ça, vous avez la raison. Les maps sont sous-exploitées. On a parfois de grandes maps, mais les dispositions des ennemis joueurs et l'automatisation des ennemis font que le combat ne se joue que sur une petite partie de la map, alors qu'il y a des configurations vraiment différentes d'un terrain à l'autre. Alors effectivement, quand on joue contre le jeu, eh bien, je peux pas vraiment faire de comportements qui disent au mob, eh ben, il va faire demi-tour, monter en hauteur, tenter de se barrer. Ben, ça, c'est un joueur qui le fait, parce qu'en fait, je peux pas mettre des règles là-dessus. Toutes les maps sont tellement effectivement différentes, et toutes les situations tellement différentes, que j'ai pas la possibilité de faire un comportement. Donc effectivement, les monstres, ils ont tendance à avancer vers vous, et ce qui fait que quand on est en solo, et je l'ai fait moi quand je suis en automatisé, on a tendance à se retrouver au milieu de la map, ou à les caler eux où on veut, et on se dit, ah c'est dommage, j'aurais bien aimé pouvoir monter sur la coursive, faire le tour, machin. À ça, j'ai envie de dire deux choses. En solo, je peux pas y faire grand chose. Sur les MDD, quand on joue contre un joueur, c'est sûr ça va se passer, parce que moi, typiquement, quand je suis maître, je fais le con, hein, je monte, je recule, je me cache, je machin, ils t'attendent. Des fois même, je fais fuir des monstres. J'ai envie, je fais fuir des monstres, je fais un petit peu ce que je veux. Et du coup, ça peut donner effectivement à ces joueurs-là la sensation un petit peu de map sous-exploitée. Mais si une map est sous-exploitée aussi, il y en a une où vous l'avez vu, vous dire ah c'était un peu court, j'aurais aimé la revoir. J'ai envie de dire, écrivez vos propres scénarios, partagez-les sur l'encyclopédie, ça sert à ça aussi. Hein. Si vous avez une sensation que vous avez fait le jeu et qu'il reste du contenu et que vous aurez bien aimé en avoir plus et c'est cool et en vrai les maps sont cool et c'est dommage, j'ai envie de m'en servir. Il y a des gens qui s'en servent pour d'autres jeux, ces maps-là, parce qu'en vrai elles sont réutilisables à foison, et sinon refaites des scénars sur le chapitre 2. Vous allez pouvoir utiliser ces maps à foison, et pourquoi pas faire des combats où vous forcez l'utilisation de certaines zones de la map qui n'ont jamais été utilisées.
Donc en vrai, ça, malheureusement en solo, je peux pas y faire grand chose d'autre que faire foncer les monstres vers vous, parce que sinon ça complexifie tout de suite ça devient une usine à gaz en fait, et c'est pas faute d'avoir essayé, ça devient une usine à gaz les comportements des ennemis. Point suivant, bah tiens, on va y venir. Point suivant, il y a 4 types de comportements ennemis, mais en pratique, les défenseurs et les ennemis sournois, je sais plus le nom, ont un rôle en pratique proche de l'agressif. Effectivement, hein, en vrai, dès que j'ai essayé de faire des comportements de monstres qui n'allaient pas en vrai vers vous pour taper, eh bien en fait ça prend tellement tout un tas de paramètres en compte, qui sont extrêmement compliqués à mettre en place. Et en fait ça faisait des usines à gaz pour résoudre des tours qui n'apportaient finalement, au vu de la galère que c'était, pas tant que ça au jeu, à la profondeur de jeu. Donc effectivement en solo, j'ai rarement vu moi des jeux solo, si vous en avez des exemples, je suis très curieux, hein, des jeux solo qui ont réussi à faire des comportements ennemis qui ont 2 points, qui sont intéressants d'un point de vue combat, et qui sont pour autant faciles à mettre en place. C'est-à-dire que je lis la règle, une fois je la survole presque, et je comprends ce qui se passe. S'il y a des si et des si et des si et des si, pour mettre en place un truc qui de temps en temps recule un peu, de temps en temps avance un peu, puis va être capable de se cacher derrière un caillou, je suis pas convaincu que ça vale le coup, et c'est malheureusement la problématique des jeux solo, c'est que quand on est sur un champ de bataille tout seul, voilà. Il y a qu'à jouer un jeu de guerre en fait, hein. Prenez un jeu vidéo, faites un jeu de guerre où on se tire dessus, c'est toujours plus chiant avec les bots qu'avec des joueurs, hein, parce que le joueur il va vous faire le tour, il va vous faire machin, de temps en temps on a des mecs qui nous font une IA un peu tordue qui marche bien, mais c'est très très rare, et souvent on en parle encore, hein. On parle encore de Fear qui était sorti il y a moult de temps maintenant, il y a quelques années, on parle encore de son IA parce qu'elle avait l'air incroyable, effectivement elle était pas mal. Mais voilà, c'est des exemples, très très peu d'exemples de jeux, sinon la plupart, ils sont cons, ils vous foncent plus ou moins dessus, et puis c'est à peu près tout. Parce que on est quand même mieux avec des vrais joueurs, et malheureusement en solo, j'ai pas vraiment plus de solutions que ça. Après, c'est aussi à vous la possibilité de se dire, ils vont être intelligents et je vais les jouer de telle manière, mais moi je peux pas décemment dire dans les règles, pour un jeu que je veux abordable, les règles sont compliquées parce que je veux que ça soit un peu plus cool à jouer. Et là, c'est vraiment vite, ça monte très vite en complexité parce que y a plein de paramètres à prendre en compte. Si je veux que le monstre fuit, se rapproche, s'écarte, se décale derrière un caillou, un peu ce que vous voulez, quoi. Point de déplacement fixe, donc pour lui c'est un point négatif. Ennemis et héros ont tous la même vitesse de déplacement et hormis amélioration, la portée d'attaque à distance est la même et quel que soit l'ennemi ou le héros. Ça aurait été cool d'avoir des différences à ce niveau-là pour ajouter de la différenciation et de la tactique dans les combats. Alors, souvent ce que font tous les jeux là-dessus, et ça je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, je reprends, c'est que les déplacements déjà, plus on est en armure lourde, plus on est lent. Alors ça, d'un point de vue immersion, c'est incroyable, ce qui paraît logique, hein. Le mec qui a un harnois à 30 kg, il galère plus que celui qui a une petite armure en tissu, ça paraît logique. Sauf que, en fait, non. Parce que le mec qui a un harnois, c'est le mec qu'on veut mettre devant, c'est le défenseur, le mec qu'on veut qu'il prenne les premières tartines, on veut qu'il aille au contact des mobs. Sauf que, lui, il se déplace à 2 cases, et nous, on se déplace à 4, pardon. Ce qui se passe donc, c'est que on va systématiquement tous se déplacer de 2 cases, à 90% du temps, parce qu'en fait, on attend le mec qui doit être devant. Et en fait, tout le monde est lent, parce qu'un mec est lent. Et ça me fait chier. Moi, quand je joue à Donjons et Dragons et qu'il se passe ça, ça me pète les rondelles d'avoir un mec qui a moins de déplacement. L'autre possibilité, c'est d'avoir des dés ou des choses comme ça, pour faire les déplacements. Et là, c'est horrible de lancer genre 2d6, hein. Je prends HeroQuest, le mec il fait 2d6, il fait 12 de déplacement, il se casse, et toi tu fais 2. Et le mec il a tarté 3 monstres, t'es pas rentré dans la salle, quoi. Parce que tes dés te disent tu te déplaces pas. Et c'est chiant, moi ça m'énerve, ça me pète les rondelles, ça avance pas. Et après avoir testé des trucs, est-ce que les monstres puissants, on avait un truc à un moment, monstre de base 4 déplacements, monstre intermédiaire 5, monstre puissant 6, etc. etc. Et en fait j'ai trouvé, au bout du bout, le fait que tout le monde a la même chose. Distance c'est 6, déplacement c'est 4. Déjà moi pour expliquer les règles en salon, littéralement en 30 secondes c'est fait, les mecs partent, jouent, s'amusent, ça va extrêmement vite. J'ai pas à dire, alors attends, lui c'est impuissant, donc lui c'est 5, lui c'est... Parce que les mecs ils calculent dans leur tête, ils disent alors je me mets sur cette case là, est-ce que je suis safe? Ils me demandent, j'ai attention, lui c'est un intermédiaire, du coup c'est 4, mais comme c'est le machin pur, et j'ai mis plus en portée, machin. En fait ça complexifie les trucs, et on se rend vite compte qu'avoir tout le monde au même niveau, ça donne vite une dimension très échec, ou même c'est quasiment les dames en fait, puisque tout le monde a exactement les mêmes calculs, on peut vite faire les maths, vite mettre en place une stratégie, et donc vite jouer et s'amuser. Et effectivement, quand on est un gros joueur, ou qu'on joue solo et qu'on a le temps, eh bien, ça peut faire un peu mou du cul. Parce que je peux comprendre
facilement. Par contre, quand on veut une mise en place rapidement, qui se joue vite, qui est compréhensible par tout le monde, et surtout quand on a des joueurs qui ont tendance à tout vouloir calculer, eh bien on écrase ce temps de calcul par la simplicité des règles, et du coup on est vite dans le vif du sujet, et donc dans le fun, c'est-à-dire je balance une boule de feu. C'est beaucoup moins fun pour moi d'avoir 3 minutes de mise en place de qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va se mettre, est-ce que cette case-là elle est safe, il faut que je recalcule tous les monstres parce qu'ils ont chacun leur déplacement, leur portée différente, plutôt que de dire vas-y 4 et 6 c'est bon je me mets là je suis safe, et hop c'est bon j'ai joué à vous. Et du coup le rythme de jeu il est incroyable. Et le rythme de jeu pour moi il est important parce que je suis pas grand fan dans les JDR quand on est en plein combat et qu'un tour de jeu théoriquement c'est censé prendre plus ou moins 6 secondes, hein, le fait que tout le monde est joué d'un point de vue temporalité dans l'univers et que ça prend 10 minutes parce que tout le monde calcule tout à rallonge et que c'est long. Et du coup on perd le côté nervosité un peu du combat, le côté un peu instinctif. Si là ça a l'air d'être bon 4, 5, 6, les gens finissent aussi par jouer un peu à l'instinct et puis de temps en temps font des erreurs et de temps en temps prévoient pas assez de portée machin parce que ils prennent un peu la confiance et ça les... J'aime bien la dynamique que ça a posé chez les joueurs et c'est pas faute effectivement d'avoir essayé différentes portées, différentes vitesses de déplacement, mais pour moi c'est ce qui a mené la meilleure psychologie des joueurs. Donc je peux comprendre que ça frustre des gens, mais je maintiens le fait que pour moi, dans l'ensemble, c'était le meilleur moyen de simplifier et de se retrouver dans un jeu ludique qui torche. Donc voilà pour tous les points négatifs, on va attaquer les points qui sont positifs et négatifs, et pour être honnête, ceux-là je les ai pas lus, parce que je me suis dit en fait je vais me garder un petit peu de surprise pour la fin du truc. Donc, point positif et négatif, le premier. Les créateurs laissent une grande liberté aux joueurs et poussent même parfois le joueur à ne pas suivre les règles. Et ça, je continue de le dire en fait. Hein. C'est trop dur, les gens me disent des fois, je me mets pas en combat, qu'est-ce que je fais? Il y a des mecs qui me disent, j'ai sauté le combat, ça m'a gavé. Bah ouais, saute le combat, c'est pas grave. Ou remets-toi tous tes points de vie. Moi, souvent, quand les mecs ils galèrent, ils meurent une fois, je dis, c'est pas grave, vous recommencez, mais vous remettez full PV. Vous savez que vous êtes mort une fois, type jeu vidéo, mais continuez l'histoire. C'est comme dans un jeu vidéo en fait. Si je vous dis, vous allez jouer à un jeu qui a une narration, mais en fait, en plein milieu, vous avez perdu, et vous redémarrez tout. Vous allez me dire, je verrai jamais la fin de l'histoire si les combats sont durs, ou j'ai pas le droit à l'erreur, ou je vais jouer de telle manière, ou je vais me frustrer, machin. Non, dans le jeu vidéo, tu meurs, tu repars, tu recommences, tu passes, et puis de temps en temps, ils te remettent tous tes PV et ça part. Parce que le but du jeu, c'est quand même de raconter une histoire, c'est quand même d'avoir une expérience ludique. Vous punir, ça n'a aucun intérêt. On est quand même là au bout du bout, et ça, il y a des gens qui ont tendance à l'oublier, on est là pour s'amuser en fait. Et les gens me disent ouais c'est pas forcément marqué dans les règles, j'ai l'impression de chanter les règles, j'ai enlevé un ennemi parce que nous on était arrivé, on était sur les rotules, mais c'est pas grave. Pour moi c'est au contraire en fait. Je redis ici, je préfère quelqu'un qui a changé les règles, qui a enlevé un monstre, qui a remis ses points de vie, qui a remis son endurance ou qui change un petit peu le gain d'endurance que vous voulez, mais qui s'amuse, plutôt que quelqu'un qui me dise j'ai souffert comme pas permis mais j'ai suivi à la lettre tes règles. Nous on a fait le jeu à notre niveau, si toi c'est un peu trop dur parce que soit t'as tenté un truc débile genre t'as pas pris de soigneur, soit t'as décidé de jouer comme ça parce que c'était perso préféré, je vois pas l'intérêt de te punir, c'est pas un mal et c'est pas un aveu de faiblesse ou quoi que ce soit. Modifier les règles ça sert à ça. Y a rien de pire que de suivre des règles, encore plus quand elles sont débiles, et peut-être qu'il y a un ou deux trucs qui sont débiles, ne suivez pas les règles en fait. Faites-vous plaisir, ça reste un jeu, c'est un bac à sable, c'est un support de jeu, c'est un support d'amusement, c'est pas un support de souffrance et personne ne vous demande de suivre les règles. À choisir, suivez-les sur le code de la route, mais pas quand vous jouez. Donc, les créateurs laissent une grande liberté, blablabla. Donc ça m'a rebuté au début car je ne suis pas habitué, puis au fur et à mesure de mon temps de jeu, je me suis dit, tiens, je vais imaginer telle variante, ça pourrait être sympa. Je vais ajouter telle règle pour complexifier les combats. J'ai ensuite vu l'atelier sur le site et j'ai commencé à écrire un brouillon de variantes que je vais tester avant de les publier. Et voilà, exactement en fait. Au début, les gens, vous êtes un peu réticents et après, lâchez-vous, ça sert à ça. Et vous allez peut-être entre vous faire des variantes qui sont absolument incroyables. Partagez-les sur les recrues. Moi, si jamais c'est ouf, je vous les mets sur la page. Si votre variante elle est incroyable, si vous me faites un scénario qui est incroyable, je le partage sur la page. J'en fais une vidéo sur YouTube, je m'en fous. Franchement, ça me va moi. Donc avec par exemple une variante permettant de commencer le chapitre 2 au niveau 1, voilà, le fameux clin d'œil à Etrigan frustré, parce qu'effectivement c'est une des premières personnes à qui j'en ai parlé. Attention, pas facile variante niveau 1, attention il va falloir prévoir le gain de niveau, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, attention il y a tout ça, du coup cette vidéo te répondra en avance, déjà j'avais pas lu ton truc. Ou alors une variante permettant de jouer au principe du chapitre 1 en s'enfonçant dans un donjon mais en effectuant les combats sur les maps tactiques. Ça vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait sur les recrues, vous êtes au moins 4 ou 5 à m'en avoir parlé par mail, j'en ai au moins 3 ou 4 aussi, Discord j'en ai vu un ou deux, vous êtes nombreux à dire mais en fait je veux faire des combats comme ça dans le chapitre 1 et du coup dès que vous êtes dans le chapitre 1 vous prenez une map aléatoire et vous faites les combats comme ça. Et effectivement, j'aimerais bien vous faire un jour, pourquoi pas, écrire le chapitre 1 en scénario écrit du chapitre 2. Ce sera peut-être un autre Kickstarter, peut-être un Tipeee, je sais pas, un truc, parce qu'on va quand même y passer un temps colossal, donc qu'on y touche quelque chose, mais ça pourrait être intéressant, effectivement.
Vous laissez vraiment le champ libre et les outils nécessaires pour laisser libre cours à notre imagination, et c'est le but. Hein. Moi, l'idée, c'est que si Paria meurt, je paierai quand même l'hébergement pour que vous ayez le site et que vous puissiez vous amuser, continuer à créer ce truc pour que la communauté fonctionne, en fait. Le jeu sera toujours là, et il sera toujours dans votre ludothèque, et vous aurez toujours la possibilité de créer des trucs. Autre point, jeu facile d'accès, c'est un avantage car il peut convenir à un grand nombre de joueurs et j'ai pu le faire découvrir chapitre 1 à des joueurs non initiés. Ils ont rapidement compris les règles, l'inconvénient c'est que les joueurs aguerris dans ce genre de jeu, ça manque parfois de côté tactique ou complexe dans les combats. Alors le chapitre 1 effectivement, pour les très gros joueurs, il leur manque un petit truc. Il leur manque les déplacements, il leur manque cette truc-là. Mais en vrai c'est pour moi assez vite rattrapé par... Parce qu'en fait, je vais être très honnête avec vous, très régulièrement, les gros joueurs que j'ai à mes tables me font plus de conneries que les petits joueurs, en termes de règles. Deuxième chose, les petits joueurs me font souvent plus de remarques intelligentes en combat que ce que les gros joueurs peuvent faire. Pour la simple et bonne raison que l'expérience et la sagesse, c'est pas la même chose. J'ai vécu des trucs et j'ai le recul pour savoir quand les appliquer, c'est pas la même chose. Et souvent les mecs survolent les textes, souvent les mecs mettent en place une stratégie qu'ils ont vue ailleurs, ce qui est pas forcément bon pour ce jeu. Et du coup, c'est pas forcément les meilleurs. Il m'arrive souvent d'avoir des mecs qui me disent j'y connais rien du tout, et juste ils lisent les textes, les mecs, et ça se passe extrêmement bien, parce que juste ils lisent les textes, ils ont aucun recul de rien, ils suivent ce qui se passe, et ça se passe. Ils suivent ce qui est écrit, et ça se passe extrêmement bien. En revanche, pour les gros joueurs, ceux qui ont bien baffé, et ceux qui ont ce genre de fonctionnement comme le chapitre 1 en tête, et que pour eux c'est naturel à ce stade-là, c'est instinctif presque, effectivement il peut leur manquer quelque chose et c'est là que le chapitre 2 rentre en jeu. Mais par contre le chapitre 1, je pense avec le matos du chapitre 2, les nouvelles capacités, les 25 persos, tout le matos potentiel, si y a un mec qui me dit en vrai pour moi c'est trop facile, j'ai tout compris direct, je dis mets ta vie qu'on fait une partie, je t'éclate le cul. Mets ta vie qu'il y a un niveau de profondeur avec lequel t'as pas été, dans lequel je peux aller te chercher, je peux continuer à te grappiller, tu vas voir que en fait t'as l'impression de maîtriser mais en vrai non. Donc il y a quand même, je pense que parfois il y a un petit peu il y a un peu trop de confiance en soi due à l'expérience que les mecs ils ont. Parce qu'en vrai il y a quand même de la complexité si on fait du chapitre 1 avec le matos du chapitre 2, il y a de quoi faire. Mais je peux comprendre que les mecs par contre ils ont besoin de combat tactique parce que c'est vrai que ça rajoute une dimension qui est incroyable en fait, qui fait la différence. Conclusion, donc là le mec conclut ses parties. J'ai passé de très bons moments sur ce jeu, ce qui m'a occupé de nombreuses heures. Déjà, je vais pas dire ton nom parce que je sais pas si j'ai le droit, les mecs te retrouveront sur la recrue. Je te remercie d'avoir fait ce retour et je remercie toi et dans un futur proche tous les joueurs qui auront poussé le jeu jusqu'au bout. En fait, avoir lu l'intégralité du bouquin, avoir fait les 30 à 50 heures, et je suis presque un peu déçu de ne pas avoir de retour sur l'histoire. Après il va peut-être pas spoil, j'aurais été curieux de savoir ce qu'il a pensé de l'histoire, de l'univers, des décisions qu'il a prises. En fait moi c'est ça, j'ai envie de quasiment faire un jour, dans un mois ou deux, peut-être une soirée où on va faire on va geeker ensemble sur l'univers et on se rencontrera avec tous ceux qui ont uniquement fini le jeu. Et comme ça on pourra parler de l'histoire, parler des décisions qu'ils ont prises, parler des personnages, parler de tout ça. J'adorerais en fait parler de cet univers avec vous parce que moi cet univers me botte et ça serait un plaisir en fait de faire un live comme ça. Dites-moi si vous intéresse, si vous avez écouté pendant 27 minutes, vous êtes probablement chaud pour faire un live avec moi. Je le recommanderais volontiers à d'autres joueurs et j'achèterai la suite quand elle paraîtra, ainsi que l'extension à paraître avec les nouveaux personnages et guests. Effectivement, 17 février 2023 à 20h, le lien est dans la description, préinscrivez-vous s'il vous plaît. Je vais laisser passer un peu de temps et j'y rejouerai, mais avec des règles additionnelles, custom, afin d'ajouter de la complexité, de la tactique dans les combats. Après, effectivement, quand on a fait tout le jeu, en vrai, il est possible que passer le 2 ou 3e scénario, donc vers la milieu-fin du jeu, on se dit putain, en vrai, maintenant je pourrais mettre un peu plus de trucs, parce que ça y est, c'est maîtrisé en fait, et c'est là effectivement qu'une règle additionnelle pourrait rentrer en jeu, et c'est là que des variantes pourraient être cool. Pourquoi pas, en fonction des scénarios que vous faites, plus ça va, plus il y a de corruption, et plus vous buffez les monstres, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées en vrai. Je remercie les frères Rousseau pour leur gentillesse. Merci à toi d'avoir fait le retour, merci à toi d'avoir joué, merci tout ça. Ça va droit. En vrai, ça va vraiment droit au cœur en fait. Hein. C'est l'une des meilleures récompenses qu'on puisse me faire, c'est de prendre le temps de m'écrire un pavé de texte et de jouer jusqu'au bout en fait. Ça me touche énormément parce que c'est l'aboutissement de tout ce qu'on a fait en fait. Leur ouverture d'esprit et leur souhait de bon courage pour la suite, car nul doute que ça n'a pas dû être un long fleuve tranquille que de développer un tel jeu. Effectivement, il y a plein de vidéos de moi qui perdent mes cheveux pendant cette période et qui vous montrent que de temps en temps ça a été dur. En ce moment ça va un peu mieux, mais effectivement ça a été difficile pour une période parce que c'est des jeux qui sont
pour moi, en dehors de la portée de ce qu'on peut et de ce qu'on aurait dû faire, c'est presque trop complexe. Et là, j'ai plein de petits trucs que je modifierai quand on réimprimera le jeu. Non pas en équilibrage, mais en correction de texte, par exemple, des choses qu'on a laissé passer parce qu'en fait, on est trop la tête dans le guidon pour voir quoi que ce soit et on pense qu'on a corrigé des trucs et en fait, non. Et un petit www quelque part là sur le manuel en branchement 212, un truc comme ça. Des conneries hein, à droite à gauche, mais voilà, c'est la preuve que on était cramé et on a tiré plus la flèche plus loin que ce qu'on aurait dû quoi. Et on a touché la cible quand même, mais c'est vraiment par coup de chat je pense. Donc voilà, il y a vraiment cette dynamique là et effectivement voilà, le jeu, c'est ce que je vous disais la dernière fois, on fera pas mieux en fait, on n'aura pas mieux que ce jeu là, on fera pas plus gros en tout cas que ce jeu là, mieux différent si peut-être, mais plus gros non, on fera jamais un truc plus énorme. Ne vous attendez pas à ce que la prochaine chose qu'on fasse soit plus gros que ça sera déjà plus petit pour démarrer parce qu'il faut qu'on se repose, mais si on fait un autre truc ce sera aussi gros que ça, grand max, parce que sinon on va se tuer à la tâche. Donc voilà, merci une dernière fois pour toi d'avoir fait ce retour à l'écrit, j'espère que tu regarderas cette vidéo, de toute façon je la mettrai dans les recrues et je te taguerai dans les commentaires pour que tu puisses la voir. Je vous fais des gros poutous, prenez soin de vous, regardez, jouez à des films, qu'est-ce que j'ai avec regarder des films moi ce matin? Jouez à des jeux, nom de Dieu, regardez des films si vous voulez, mais jouez à des jeux, ça fait toujours plaisir, et surtout amusez-vous, c'est fait pour. Allez, des poutous.